Son patron m'a ri au nez sur le quai. Ma femme m'a à peine embrassé pour me dire au revoir. J'ai juste souri. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'homme tranquille avec les clés de voiture avait déjà déplacé des pièces qu'il ne pouvait pas voir. Au deuxième jour, rien sur ce navire ne serait plus jamais pareil. Je m'appelle Ronald Hardroof. J'ai 56 ans. J'ai passé la majeure partie de ma carrière comme directeur financier pour une entreprise industrielle de taille moyenne à Columbus, Ohio. Le genre d'entreprise dont personne n'écrit de profil dans les magazines, mais qui déplace discrètement des produits et fait discrètement de l'argent. J'ai pris ma retraite tôt, je suis passé à l'investissement privé, et à la plupart des mesures externes, la vie était exactement ce qu'un homme de mon âge était censé vouloir. Une belle maison en banlieue, 2 fils adultes, une femme avec un titre, et un calendrier plein de conférences. Nous ressemblions à une histoire de succès. Gloria était directrice des ressources humaines chez Vantage Forward, une agence de développement du leadership dirigée par un homme nommé Todd Fielding. Todd se prenait pour un visionnaire d'entreprise. Il avait le genre de confiance qui remplit une pièce avant même qu'il n'y entre. Toutes ses opinions étaient bruyantes et ses chemises encore plus. Je l'ai rencontré 2 fois lors de dîners d'entreprise et les 2 fois, j'ai quitté la table avec le sentiment d'avoir été il parler à et non parler avec. Gloria adorait travailler pour lui. Elle le qualifiait de transformationnel. Je le qualifiais d'homme à qui l'on n'avait jamais dit non assez souvent. La croisière était son idée. 3 jours en mer au large de la côte du Golfe. Ce que Todd décrivait dans le bulletin d'information de l'entreprise comme un voyage d'immersion culturelle. Pas de presse, pas d'actionnaires, pas de surveillance, juste les cadres clés, le personnel sélectionné et leurs accompagnateurs. Gloria a mentionné cela en passant un soir pendant le dîner, sur le même ton qu'elle utilisait pour les retraits au pressing et les rendez-vous chez le dentiste. Todd organise cette retraite de leadership sur un navire affrété en avril, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. Je devrais être là. J'ai demandé qui était invité. Elle a énuméré 4 noms. J'ai reconnu le VP des partenariats stratégiques. Ryan Coulter, 47 ans, raffiné, le genre d'homme qui semblait toujours venir de quelque part d'important. Je l'avais vu à 2 événements de l'entreprise. Les 2 fois, il se tenait un peu trop près de Gloria quand il parlait. Je n'ai rien dit alors. J'ai juste enregistré l'information. Le matin du départ, j'ai conduit Gloria et 2 collègues à la marina de Tampa. Le ciel était clair et l'eau ressemblait à de l'argent martelé. C'était le genre de matin qui vous donne l'impression que tout va bien. Todd Fielding était déjà sur la passerelle quand nous sommes arrivés. Chemise hawaïenne, boisson à la main à 9h40 du matin, lunettes de soleil poussées sur son front comme un homme qui avait déclaré victoire sur la semaine de travail avant qu'elle ne commence. Ryan Coulter était juste derrière lui, riant à quelque chose sur son téléphone. Todd m'a repéré en train d'aider Gloria avec son sac et s'est approché avec ce sourire particulier. Celui qui dit « je suis amical », mais nous savons tous les 2 que je ne le suis pas. Ronald, dit-il en tendant la main. Merci pour la livraison. Les 2 femmes derrière Gloria ont ri. Gloria a ajusté ses lunettes de soleil et n'a rien dit. N'essayez pas de nous arrêter, ajouta Todd plus fort maintenant, étendant les bras vers le navire comme s'il le présentait comme une preuve de quelque chose. 3 jours, pas de feuille de calcul, pas de mari. Il a ri de sa propre blague. Ryan a ri aussi, pile au bon moment. J'ai regardé Todd Fielding, sa boisson, son sourire, sa certitude absolue que le monde était organisé pour son confort, et j'ai souri en retour, lentement et facilement. Je n'en rêverais pas, ai-je dit. Gloria m'a embrassé sur la joue. Ses lèvres ont à peine fait contact. Ne commence rien, murmura-t-elle assez bas pour que je sois le seul à l'entendre. Je dis juste au revoir, lui ai-je dit. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus que confortable, puis s'est retournée et a monté la passerelle. Todd a dit quelque chose à Ryan. Ils ont tous les 2 ri à nouveau. L'équipage du quai a commencé à enrouler les amarres. Je suis resté là et j'ai regardé le navire s'éloigner du quai. Mon téléphone a vibré. C'était Kyle, mon fils aîné, 29 ans, et vivant actuellement à 40 minutes de là dans un appartement que mon argent, techniquement notre argent, bien que Gloria s'occupait du transfert, avait aidé à meubler. Elle est partie, a-t-il envoyé par SMS. Je viens de partir. J'ai répondu. Tant mieux pour elle. Elle en avait besoin. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis retourné à ma voiture.
Sur le siège passager se trouvait un dossier en cuir, sans aucune marque à l'extérieur. À l'intérieur se trouvaient 41 pages. Un examen de conformité préliminaire initié par la branche de Genève d'Ashford Capital Partners, une entreprise dans laquelle je détenais une participation majoritaire par le biais d'une structure de fiducie à plusieurs niveaux dont Gloria n'avait jamais posé de questions. Vantage Forward était sous examen discret depuis 11 mois. Le budget de la croisière à lui seul, croisé avec les salaires, les listes d'invités et les demandes de remboursement, avait soulevé 14 drapeaux distincts. J'ai démarré le moteur et suis sorti du parking de la marina. Todd Fielding pensait qu'il naviguait en eau libre. Il n'avait aucune idée que le tapis avait déjà été tiré de dessous ses pieds. Je n'ai pas pris ma retraite parce que j'étais fatigué. J'ai pris ma retraite parce que j'étais prêt pour un autre type de travail. Le genre où personne ne programme votre mardi et personne n'a besoin que vous présentiez des projections trimestrielles à une salle pleine de gens qui ont déjà pris leurs décisions. J'ai quitté mon poste de directeur financier à 52 ans avec une réputation sans tache, un réseau solide et suffisamment de capital pour commencer à construire quelque chose de plus discret et considérablement plus durable. Ashford Capital Partners a commencé comme un arrangement de conseil, une restructuration de la dette pour les entreprises du marché intermédiaire sous-performantes. Un travail aride, le genre que Gloria ignorerait après la deuxième phrase. Je préfère ça comme ça. En 4 ans, j'ai converti une partie de ma rémunération en participation, j'ai construit une structure de fiducie à plusieurs niveaux à travers 2 entités nationales et une entité offshore enregistrée. Et je suis progressivement devenu le type d'investisseur qui n'apparaît pas dans les communiqués de presse. Les entreprises que j'ai touchées se sont soit stabilisées, soit ont été absorbées. De toute façon, quelqu'un a avancé et quelqu'un d'autre est arrivé. Vantage Forward est apparu sur le radar il y a 11 mois grâce à un scan de portefeuille de routine. L'un de nos analystes de filiale l'a signalé comme un candidat à l'acquisition. Une société de conseil en culture qui perdait de l'argent à travers des programmes de vanité, des retraites de leadership et une division de contenu qui produisait des podcasts que personne n'écoutait. Sur le papier, cela ressemblait à une radiation fiscale avec un logo. En pratique, c'était l'entreprise qui signait les chèques de paie de Gloria. Je ne me suis récusé de rien. Je n'ai rien divulgué et j'ai attendu. L'acquisition a été discrètement conclue 6 semaines avant la croisière. Notre structure de détention contrôlait désormais 53% des actions votantes de Vantage Forward. Le conseil d'administration avait été restructuré par une clause de procédure que j'avais personnellement rédigée, une disposition qui permettait le transfert unilatéral d'autorité en cas de faute financière documentée. J'ai appelé ça ce que c'était, une soupape de pression. Je l'ai dit et j'ai attendu. Ce que je n'avais pas prévu de trouver, bien que j'aurais dû, c'était le nom de Gloria dans la piste d'audit. Notre équipe juridique à Genève avait effectué un recoupement pendant 3 semaines. Les manifestes des invités par rapport au salaire, les dossiers de dépenses par rapport aux dossiers RH internes, les entrées de remboursement par rapport aux listes d'entrepreneurs autorisés. C'était le genre de travail qui prend du temps et ne génère rien de dramatique jusqu'à ce que soudain, il génère tout à la fois. Le rapport préliminaire a atterri dans ma boîte de réception un mercredi matin. Je l'ai lu à mon bureau avec mon café, sans urgence particulière. La façon dont on lit un rapport dont on se doutait déjà qu'il dirait exactement ce qu'il disait. Les initiales de Gloria sont apparues dans 2 entrées distinctes. L'une la listait comme consultante dans le cadre de quelque chose appelé un atelier d'optimisation émotionnelle, une ligne de dépense d'une valeur de 4 000 $ imputée au budget discrétionnaire de bien-être de l'entreprise. L'autre la liait à la réservation de la suite du vice-président, recoupée avec le badge d'invité délivré sous une accréditation non vérifiée. Ce badge avait été scanné dans 3 zones d'accès restreints du navire. Les eurodatages des scans étaient enregistrés. Sa photo était jointe. J'ai posé mon café et relu la page. Puis j'ai ouvert un deuxième dossier, que mon avocat avait discrètement réuni au cours des dernières semaines par le biais des canaux de découverte standards. Il contenait quelque chose que je n'avais pas demandé, mais que j'avais à moitié anticipé, un compte rendu d'une consultation que Gloria avait eue avec un avocat spécialisé en droit de la famille il y a 8 mois. Une seule réunion, 90 minutes, enregistrée. L'avocat était spécialisé dans les procédures de divorce impliquant des actifs importants. Il y a 8 mois, des mois avant même l'annonce de la croisière. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé le plafond pendant un long moment. Elle n'était pas tombée là-dedans par hasard.
Elle planifiait une sortie alors que je la conduisais encore au dîner de bureau et que je remplissais la cafetière tous les matins comme un homme qui n'avait aucune idée que la maison était déjà à vendre. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Kyle. Eh, papa. Tu fais quelque chose ce week-end? Colin arrive. On pourrait tous dîner ensemble. J'ai répondu. Ça me va. Samedi, travail. Kyle et Colin, 29 et 25 ans. Différents dans presque tous les aspects importants. Kyle traversait le monde s'attendant à ce qu'il s'adapte à lui. Et Colin le traversait comme s'il cherchait encore les limites. Je les aimais tous les deux comme un père aime, c'est-à-dire sans condition, mais pas sans clarté. Kyle appelait sa mère tous les quelques jours. De longs appels, des rires faciles. Lui et Gloria avaient cette proximité particulière qui se forme entre un premier-né et une mère qui fait sentir cet enfant choisi. Je n'en gardais pas de rancune, mais j'avais remarqué au cours des 2 dernières années que le loyer de l'appartement de Kyle avait été discrètement complété par des virements de notre compte joint. Des virements que j'avais vus sur les relevés et dont je n'avais rien dit, à raison de 1500 $ par mois. Mois après mois. J'ai fait le calcul maintenant, assis à mon bureau avec le rapport d'audit ouvert devant moi. 30 mois, 135 000 $, à peu près. Gloria ne l'avait jamais mentionné une seule fois. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris mon café et me suis dirigé vers la fenêtre. Le jardin était calme, la lumière du matin plate et uniforme. Quelque part sur le golfe, un navire naviguait avec ma femme à bord, et un PDG qui se croyait intouchable, et un vice-président qui se tenait un peu trop près de choses qui ne lui appartenaient pas. J'ai pensé à la clause du conseil d'administration inscrite dans les statuts modifiés de Vantage Forward comme une question piège que personne n'avait encore songé à poser. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai envoyé 2 courriels. Le premier était à Walter Crane. Le second était à Genève. J'ai travaillé avec les chiffres assez longtemps pour savoir que les documents les plus dangereux ne sont pas ceux qui regorgent d'erreurs évidentes. Ceux-là sont repérés. Les dangereux sont ceux qui ont l'air presque corrects. Ceux où quelqu'un a déplacé de l'argent avec soin, changé un nom ici, ajusté une date là, et comptait sur personne n'ayant la patience de suivre le fil jusqu'au bout. L'équipe de Genève a eu la patience. Le rapport de conformité complet est arrivé à 23h43 le 2e soir de la croisière. 37 pages, avec un résumé exécutif de 12 pages que j'ai lu d'abord et 2 fois. Le nom de l'auditeur principal était Philippe Okafor, un homme compact et méthodique qui avait passé 20 ans dans la surveillance financière internationale avant que je ne l'intègre à l'équipe Ashford. Philippe ne dramatisait pas. Il énonçait les faits, c'est pourquoi je lui faisais confiance. Le rapport le présentait en séquence. Le budget de croisière de Vantage Forward avait été codé sous 4 comptes départementaux distincts pour éviter de déclencher le seuil d'examen interne qui s'appliquait aux dépenses à ligne unique de plus de 25 000 $. Réparties en 4, chaque entrée semblait de routine. Ensemble, elles représentaient 118 000 $ de dépenses d'entreprise non autorisées, sans approbation du conseil d'administration, sans contrat de fournisseurs externes, sans objectif commercial légitime qui s'alignait sur les objectifs trimestriels déclarés de l'entreprise. Le manifeste des invités avait été modifié. L'équipe de Philippe avait récupéré la version originale d'un serveur de sauvegarde. 11 noms figuraient sur la liste modifiée qui n'avaient pas été sur l'original, y compris Ryan Coulter, dont la présence avait été reclassifiée de personne invitée à un consultant contractuel après la clôture de la réservation. Et Gloria, son entrée la listait comme conseillère en bien-être organisationnel, un titre qu'elle ne détenait pas et un contrat qui n'existait pas. À 23h58, j'ai transmis le rapport à Walter Crane avec une seule ligne, la section G est active. Votre discrétion. Walter était déjà en l'air. Je le connaissais depuis une nomination au conseil d'administration 3 ans plus tôt. Un homme d'une 60aine d'années qui portait des montres coûteuses et parlait très peu en public. Il n'avait pas de profil sur les réseaux sociaux. Son assistante filtrait tous les appels. Il avait la particularité d'être calme, comme quelqu'un qui avait vu assez de théâtre corporatif pour trouver cela vraiment ennuyeux. Lorsque je l'ai appelé 2 jours avant la croisière et que je lui ai expliqué la situation en détail, il a écouté sans interrompre et a ensuite dit « Dites-moi quand et où ». Ce fut toute la conversation. À 2h16 du matin, le conseil d'administration d'Ashford s'est réuni numériquement. 7 membres, 2 en pyjama, un à un événement familial à Phoenix, un se connectant depuis une voiture. Personne ne s'est plaint. Les chiffres avaient le don de rendre la localisation hors de propos.
Le vote sur la section G, la clause permettant le transfert d'autorité d'urgence dans les cas documentés de faute financière exécutive, a été adopté à l'unanimité à 2h49. Walter Crane a été formellement nommé président par intérim. Son transport avait été organisé par une entreprise de logistique privée. Un hélicoptère noir, sans marque, préparé pour un atterrissage sur pont offshore à un aérodrome secondaire en dehors de Tampa. Je suis resté à mon bureau jusqu'à 3h du matin, relisant le rapport de Philippe une troisième fois, sans rien marquer car il n'y avait rien à marquer. C'était un travail propre. Il disait ce qu'il fallait dire. Puis je suis allé me coucher. J'ai bien dormi. L'appel est arrivé à 18h47 le deuxième jour. J'étais dans la cuisine en train de réchauffer des restes quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Gloria. Elle n'appelait jamais pendant ces événements. Des SMS, peut-être une photo d'un coucher de soleil avec une légende sur la gratitude, mais un appel vocal, c'était différent. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai décroché. Salut. Sa voix était légère, presque désinvolte, comme les gens qui essaient de ne pas donner l'impression d'essayer. Juste pour prendre des nouvelles. Tout va bien là-bas? J'ai gardé ma voix détendue. Comme on garde ses mains souples quand on tient quelque chose de fragile. Bien. Oui, ça a été. Ça a été beaucoup. Une pause. Nous avons fait toute une session de groupe sur le pont supérieur cet après-midi. Exercice de confiance. Todd a pleuré, ce que je n'avais pas vu venir. Ça a l'air productif, ai-je dit. Une autre pause. Plus longue. Je pouvais entendre le vent en arrière-plan et le faible grondement des moteurs du navire quelque part en dessous. Ronald. Sa voix a baissé. Pas dramatiquement, juste assez. Le ton léger avait disparu. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. J'ai posé ma fourchette. Quel genre de quelque chose? Un hélicoptère a atterri sur le pont. Elle parlait prudemment maintenant. Chaque mot était pesé. Pas de marque. Personne ne savait qu'il arrivait. Le capitaine a essayé de les contacter par radio et n'a eu aucune réponse. Un homme est descendu. Costume sombre, mallette. Et il est allé directement au déjeuner de Todd. N'a pas demandé son chemin. N'a montré aucune accréditation à quiconque pouvait faire quoi que ce soit. Un souffle. Il a demandé Todd par son nom. Je n'ai rien dit. Ronald. Sa voix a baissé encore, presque un murmure maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? La question planait entre nous, comme quelque chose tombé sur un sol dur. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, ai-je dit. Non. Le seul mot est tombé à plat et dur. Ne me fais pas ça en ce moment. Todd est enfermé dans sa cabine. Ryan ne répond pas à sa porte. La moitié du navire pense que c'est une sorte de raid légal et l'autre moitié filme tout. Je suis dans une cage d'escalier sur le pont 2. Et j'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. J'ai laissé le silence durer quelques secondes, assez longtemps pour qu'elle comprenne que je n'allais pas le remplir selon son calendrier. Tu te souviens du travail de consultant que j'ai fait il y a quelques années, ai-je dit. Finalement, la firme de restructuration. Oui. Prudente maintenant. Tu viens de rencontrer le nouveau président par intérim. La ligne est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le vent clairement. Une porte quelque part sur le navire. La mer en dessous. Tout. C'est. Non. Sa voix s'est tendue contre elle-même. C'était un poste contractuel. Tu as dit que c'était temporaire. Tu as dit que tu n'étais plus impliqué. J'ai dit que le contrat était temporaire, ai-je répondu. L'équité ne l'était pas. Elle a expiré. C'était le son de quelque chose qui cédait et que je retenais depuis longtemps. Je ne savais pas que ça irait si loin, dit-elle. Plus doucement maintenant, et je pouvais y entendre quelque chose qui n'était pas tout à fait une défense. Plus comme la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des mois. Oui, tu le savais, ai-je répondu. Tu pensais juste que je ne serais pas celui qui dirigerait ça. Silence. Qu'est-ce qui se passe quand nous accostons, demanda-t-elle finalement. Ça dépend, ai-je dit. De ce que tu es prête à dire quand tu le feras. Elle ne répondit pas. Je pouvais l'entendre respirer superficiellement, de manière contrôlée, comme elle respirait quand elle s'efforçait de ne rien laisser paraître sur son visage. Demain matin, dit-elle enfin.
dis-moi au moins à quoi m'attendre. Mais quelque chose de confortable, lui ai-je dit. La journée sera longue. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Les restes avaient refroidi. J'ai mis l'assiette au réfrigérateur et je suis resté un instant à la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin. Elle avait enfin posé la bonne question, juste environ 4 ans trop tard. Le gel a frappé un jeudi matin. Je n'en ai pas fait tout un plat. J'ai appelé mon avocat, lui ai donné 2 instructions et j'ai laissé les papiers faire le reste. Le compte courant joint, celui que Gloria utilisait pour les dépenses ménagères, les achats personnels, et comme je le savais maintenant, les virements mensuels à Kyle, a été gelé en attendant les procédures de séparation formelles. Le compte de placement joint a suivi 1 heure plus tard. J'ai laissé sa carte de crédit personnel active. Je n'essayais pas de la laisser en plan. J'établissais une limite qui aurait dû être établie il y a longtemps. À midi, Kyle appelait. J'ai laissé sonner sur la messagerie vocale. Il en a laissé une. 2 minutes et 40 secondes d'indignation contrôlée, le genre qui vient d'un homme qui n'a jamais eu à réfléchir attentivement à la provenance de l'argent. Il a dit que j'étais vindicatif. Il a dit que Gloria n'avait rien à voir avec les bêtises d'entreprise dans lesquelles j'étais mêlé. Il a dit que si j'allais la punir, je devrais au moins être à ses hommes pour le faire en face au lieu de couper les comptes pendant qu'elle était sur un bateau. Je l'ai écouté une fois, puis j'ai posé le téléphone. Colin a appelé ce soir-là. Son approche était différente, plus calme, plus prudente. Il a demandé si j'allais bien d'abord, puis il a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il y avait quelques irrégularités financières avec lesquelles je traitais et que j'expliquerais plus quand je le pourrais. Il n'a pas insisté. Il a juste dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, des mots qui signifiaient plus que tout le message vocal de Kyle. 2 jours plus tard, Kyle a publié un post, je l'ai vu parce que Colin me l'a transmis sans commentaire. Un post Facebook, long et formaté comme un discours, le genre de choses que quelqu'un rédige dans sa tête avant de le taper réellement. Kyle m'a traité de narcissique manipulateur. Il a dit que j'avais passé des années à utiliser le levier financier pour gérer les gens autour de moi et que ce n'était que la dernière itération d'un schéma qu'il avait observé toute sa vie. Il a dit que sa mère était une professionnelle accomplie qui avait tout donné à notre famille et que j'essayais de la détruire parce que mon ego ne pouvait pas supporter son succès. Le post se terminait par quelque chose sur la façon dont les vrais hommes soutiennent leurs partenaires au lieu de les miner. Il avait 412 likes au moment où je l'ai vu. Plusieurs personnes que je ne connaissais pas avaient laissé des commentaires m'insultant de noms que je ne répéterai pas. Une personne a écrit « Ton père a l'air d'un vrai connard ». Kyle avait répondu avec un emoji pouce levé. J'ai lu le post 2 fois. Puis j'ai fermé le navigateur et je suis retourné aux documents de conformité que j'avais examinés. Je n'ai pas répondu, ni publiquement, ni en privé, pas un seul mot. Ce silence, il s'est avéré, était la chose qui rendait Kyle le plus fou. Il a appelé 2 fois de plus au cours des 3 jours suivants. Les 2 fois, je l'ai laissé sonner. Il a envoyé un SMS, et au moins le courage de te défendre. Puis, ton silence prouve tout ce que j'ai dit. Puis à 23 heures, je vais parler à quelqu'un au journal. Les gens devraient savoir quel genre d'homme tu es. J'ai lu chaque message et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Colin, pendant ce temps, avait fait ses propres réflexions. Il m'a appelé un mardi après-midi, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, un poids qui n'avait pas été là auparavant. « Papa, dit-il, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Vas-y. Maman a reçu de l'argent du compte joint tous les mois. Beaucoup. C'était ça. Tu le savais ? Je lui ai dit que je savais. Il est resté silencieux un instant. Kyle le savait aussi, n'est-ce pas ? Colin a dit que ce n'était pas tout à fait une question. Je ne sais pas ce que Kyle savait, ai-je dit. Je sais ce que les relevés bancaires montrent. Une autre pause. D'accord. Dit-il finalement sur le ton d'un homme qui recalibrait quelque chose. D'accord. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela, mais quelque chose avait changé. Je pouvais l'entendre. Le lundi suivant, Kyle a appelé un journaliste du Columbus Courrier. Il a proposé ce qu'il a appelé une exclusivité, une histoire sur un directeur financier à la retraite utilisant la machinerie de l'entreprise comme arme personnelle contre sa femme. Le journaliste, à son crédit, a commencé à creuser. En 48 heures,
le journaliste avait trouvé les déclarations de conformité publique, la résolution du conseil d'administration et le résumé d'audit qui avait été soumis au bureau de surveillance financière de l'État. Il a rappelé Kyle avec une liste de questions que Kyle n'avait pas anticipées. L'article paru 3 jours plus tard n'était pas l'histoire que Kyle avait en tête. Le navire est arrivé 2 heures en avance. Il n'y a eu aucune annonce, aucune voix joyeuse à l'interphone remerciant les passagers pour un week-end de croissance transformationnelle, juste le faible gémissement des moteurs passant en marche arrière et le bruit sourd de la coque s'appuyant contre le quai. Comme un homme s'asseyant après une longue dispute. Je n'étais pas sur le quai. Je n'avais pas besoin d'être là. L'équipe de Walter Crane s'était coordonnée avec l'autorité portuaire la veille au soir. 3 auditeurs indépendants étaient sur le quai avant que la passerelle ne soit abaissée. Chacun portait une tablette et un cordon d'identification les désignant comme représentants des services de conformité d'Ashford. 2 avocats se tenaient derrière eux. Un seul photographe du service de dépêche financière qui avait été informé anonymement. Non pas par moi, mais par quelqu'un de l'équipe de Philippe Okafor qui comprenait que la lumière du jour était une forme d'application. Positionnez-vous près de l'entrée du terminal. La fuite avait été plus large que le photographe, comme les fuites ont tendance à l'être. Des captures d'écran du manifeste modifié, des entrées de dépenses signalées et une portion expurgée de la résolution du conseil d'administration avaient circulé sur 3 forums financiers pendant la nuit. Au moment où le navire a accosté, le hashtag avait déjà fait son chemin et avait été remplacé par une couverture médiatique réelle. Un média économique régional avait publié un article intitulé « Action surprise du conseil d'administration de Vantage Forward, un actionnaire retiré à mi-croisière ». Le nom de Todd Fielding était en titre. Le nom de Ryan Coulter était au 4e paragraphe. Le nom de Gloria était au 7e. J'ai appris ce qui s'était passé sur le quai de 2 sources. L'avocat présent est Colin, qui était descendu à Tampa de sa propre initiative sans me prévenir ni son frère. Selon les 2 récits, Gloria est descendue du navire avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un sweatshirt gris qui ne lui appartenait pas. Elle se déplaçait rapidement, la tête baissée, un petit sac à la main. Elle a fait environ 10 mètres avant qu'un journaliste du média économique ne la reconnaisse sur le site web de l'entreprise et ne l'appelle par son nom. Elle s'est arrêtée. C'était sa première erreur. La deuxième a été de se retourner. Le journaliste a posé 3 questions à la suite. Était-elle au courant des fausses entrées de facturation au moment de la croisière? A-t-elle consenti à être listée comme consultante contractuelle? Pourrait-elle expliquer les horodatage d'accès du badge d'invité dans les zones restreintes? Gloria n'a rien dit. Elle s'est retournée vers le terminal et a continué à marcher, mais l'enregistrement du badge, les déclarations de dépenses et le manifeste modifié étaient déjà du domaine public. Son silence n'était pas une protection. C'était une confirmation. Colin m'a appelé depuis le parking devant le terminal, la voix tendue. « Papa, c'est grave. Il y a des caméras. » Elle avait l'air. Il s'est arrêté. Elle avait l'air de savoir exactement dans quoi elle s'engageait. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. « Je vais bien. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Maintenant, tu sais, ai-je dit. Non pas durement, juste honnêtement. Au moment où Gloria est rentrée chez elle ce soir-là, les RH avaient suspendu ses identifiants d'accès. Son ordinateur portable de l'entreprise avait été signalé pour récupération. Une lettre officielle de l'équipe juridique d'Ashford était déjà en transit, lui demandant de conserver toutes les communications relatives à la planification de la croisière et de s'abstenir de contacter tout employé actuel de Vantage Forward en attendant l'enquête. Elle est entrée par la porte de derrière et s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, le visage pâle sous les restes d'un bronzage de week-end. « Il connaissait mon nom », a-t-elle dit. Les journalistes, les auditeurs, tout le monde. « Ton nom est dans les dossiers », ai-je dit. J'étais à la table de la cuisine avec une tasse de café, un document ouvert devant moi. Je ne me suis pas levé. J'étais juste là, Ronald. Je ne dirigeais rien. Je l'ai regardé. Tu étais listée comme consultante sur un contrat qui n'existe pas, sur une croisière financée par des fonds de l'entreprise détournée. Utilisant des accréditations qui ont été falsifiées après la clôture de la réservation. Être présente est l'exigence minimale de la culpabilité. Tu as franchi cette barre confortablement. Sa mâchoire s'est serrée. Tu pourrais arranger ça. Non, ai-je dit, je ne pourrais pas et je ne le ferai pas. Elle m'a fixé un long moment.
Je l'ai regardé passer en revue les options, colère, larmes, négociation, et n'en trouvais aucune. Que suis-je censé faire, a-t-elle finalement demandé. Prends un avocat, ai-je dit. Pas ceux de l'entreprise, les tiens, et réponds honnêtement aux questions de l'auditeur, car les documents qu'ils ont déjà sont plus détaillés que tout ce que tu pourrais inventer. Elle a quitté la cuisine sans un mot. Je l'ai entendu monter. J'ai fini mon café, fermé un document et envoyé un SMS à Colin, « Comment vas-tu » Il a répondu en 3 minutes. Ok. Je réfléchis beaucoup. C'est la bonne chose à faire, ai-je répondu. Il a renvoyé un seul mot, oui. La lettre est arrivée un mardi. Enveloppe standard. Pas de marque spéciale. Gloria l'a ramassée elle-même dans le courrier. J'étais dans le bureau quand je l'ai entendu entrer par l'allée. J'ai entendu le froissement des enveloppes. J'ai entendu le silence particulier qui suit quand quelqu'un lit quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte 2 minutes plus tard, tenant la lettre à 2 mains. La façon dont les gens tiennent des choses qu'ils ont peur de poser. Elle venait de l'équipe juridique d'Ashford, formelle et mesurée, sur des paragraphes. Elle l'informait qu'en tant qu'individu nommé dans l'examen de conformité de Vantage Forward, elle était tenue de conserver toutes les communications relatives à la planification de la croisière. De s'abstenir de contacter les employés actuels de l'entreprise et de se rendre disponible pour un entretien formel avec le comité d'audit dans les 14 jours ouvrables. Une ligne près du bas indiquait que toute tentative d'altérer, de supprimer ou d'obscurcir la documentation serait traitée comme une obstruction intentionnelle et annulerait l'admissibilité à une indemnité de départ ou à des avantages continus. Elle a lu, debout, dans l'embrasure de la porte. Puis elle a relu. C'est réel, a-t-elle dit. Pas une question. Oui, ai-je dit. Ils vont me retirer mes indemnités de départ. Ça dépend de ce que l'audit trouve et de la façon dont tu y réponds. Sa mâchoire s'est serrée. J'ai besoin que tu appelles quelqu'un. Tu as des relations chez Ashford. Tu peux clarifier que je n'étais pas l'architecte de tout ça. Tu peux leur dire que Ryan s'est occupé de la logistique et que j'étais juste. Juste ce que j'ai dit. Juste présente. Juste listée comme consultante sur un contrat qui n'a jamais existé. Juste la personne dont le badge a été scanné dans des zones restreintes à 2h17 du matin. Elle a posé la lettre sur la table d'appoint. Tu aimes ça? Non, ai-je dit, et je le pensais. Il n'y avait rien d'agréable à voir un mariage de 23 ans se dissoudre un mardi après-midi dans une pièce où nous avions autrefois partagé une bouteille de vin et nous étions disputés sur le choix du canapé. Je te dis la vérité, ce qui est plus que ce que tu as fait pour moi depuis un moment. Ça a fait mouche. J'ai vu l'effet, la légère crispation, le rapide détournement de ses yeux vers la fenêtre. Je veux arranger ça, dit-elle, plus doucement maintenant. Certaines choses ne s'arrangent pas, ai-je dit. Elles se résolvent, c'est tout. Elle a quitté la pièce. Je l'ai entendue au téléphone à l'étage. Son avocat, j'ai supposé. Bien. C'était la bonne décision, même si elle arrivait avec quelques jours de retard. Ce que je ne savais pas avant que Colin me le dise ce soir-là, c'est que Kyle avait déjà appelé le courrier. Colin l'avait appris par une connaissance commune. Apparemment, Kyle en avait parlé ouvertement, le traitant comme une stratégie. Le journaliste s'appelait Denny Albright, un rédacteur de la rubrique économique de niveau intermédiaire qui couvrait les histoires d'entreprises régionales et, à l'occasion, des articles d'intérêt humain. Kyle lui avait donné ce qu'il pensait être un récit convaincant, directeur financier à la retraite utilise une acquisition d'entreprise comme arme personnelle contre sa femme qui a réussi. Denny Albright a été minutieux. En 48 heures, il avait obtenu les documents de conformité publique, la résolution du conseil d'administration, la soumission à la surveillance financière de l'État et un résumé des conclusions de l'audit qui avait été mis à disposition par le processus standard d'accès aux documents publics. Il a rappelé Kyle avec une liste de questions qui comprenait. Saviez-vous que votre mère était listée comme consultante sur un contrat inexistant? Pouvez-vous commenter les entrées de dépenses qui portent ces titres de compétence? Est-il vrai qu'elle a consulté un avocat spécialisé en divorce 8 mois avant la croisière? Kyle aurait apparemment dit à Denny qu'il avait besoin de temps pour examiner certaines choses. L'article paru dans le courrier 4 jours plus tard était intitulé « L'audit de Vantage Forward expose la fraude à la croisière ». Un cadre retiré, plusieurs employés sous examen. Le nom de Gloria est apparu au 6e paragraphe. L'article était factuel,
mesurée et approfondie. Il ne faisait aucune mention d'un mari vindicatif. Il faisait largement mention de faux manifestes, de dépenses non autorisées et d'utilisation abusive de titres de compétence. Kyle m'a appelé la nuit où l'histoire a été publiée. C'était la première fois en 9 jours. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, dit-il. Je sais, répondis-je. Denny a dit qu'il avait des documents que je ne connaissais pas. La plupart des gens qui creusent en ont généralement, ai-je dit. Une longue pause. Elle est vraiment dans les dossiers? Oui. Une autre pause. Plus longue. Tu savais avant qu'elle ne parte en croisière, n'est-ce pas? Ce n'était pas tout à fait une accusation. Plus comme un homme faisant un calcul à voix haute et arrivant à une réponse qu'il n'attendait pas. J'en savais assez, ai-je dit. Kyle n'a pas répondu à cela. Il est resté en ligne 1 minute de plus sans parler, ce qui était extraordinaire pour Kyle. Ce n'était pas un homme à l'aise avec le silence. Puis il a dit qu'il devait y aller et a raccroché. Il ne s'est pas excusé pour le post Facebook. Il n'a rien retiré publiquement, mais les appels ont cessé et les SMS ont cessé. Et la prochaine fois que j'ai vu son nom, ce n'était pas un message à Colin lui demandant si les deux pouvaient dîner. De petites choses, mais elles ont été enregistrées. Pendant ce temps, Todd Fielding avait intenté un procès civil contre moi personnellement. Son avocat a envoyé une lettre affirmant que l'action du conseil d'administration constituait une prise de contrôle hostile exécutée de mauvaise foi et en violation des accords d'actionnaires. La revendication était créative. Je lui accorderai cela. Son avocat avait trouvé un argument précis autour du moment du déclenchement de la section G par rapport à la fenêtre de notification du propriétaire bénéficiaire. J'ai lu la plainte un samedi matin avec un café. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai passé 4 heures à rédiger moi-même un mémoire de réponse. Non pas parce que je ne pouvais pas me permettre mieux, mais parce que je connaissais les documents mieux que n'importe quel avocat que j'aurais pu engager. 22 pages, entièrement citées avec 3 pièces à conviction. Je l'ai envoyé à mon avocat avec une note. Vérifiez et déposez telle quelle, sauf si vous trouvez une erreur. Il m'a rappelé dans les 2 heures. Il n'y a pas d'erreur, a-t-il dit. C'est le mémoire de réponse le plus clair que j'ai lu en 10 ans. Le juge a rejeté la plainte 11 jours plus tard. 12 minutes de plaidoirie, puis un refus catégorique. Todd Fielding a quitté le palais de justice dans une berline sombre. Pas de déclaration, pas de conférence de presse, juste un homme en mocassin coûteux qui n'avait finalement plus de marge de manœuvre. Gloria est entrée dans la cuisine ce soir-là pendant que je cuisinais. Elle est restée un instant près du comptoir sans parler. J'ai entendu parler du procès, a-t-elle finalement dit. C'est réglé, lui ai-je dit. Tu as rédigé le mémoire toi-même. Oui. Elle est restée silencieuse un instant. J'ai oublié que tu pouvais faire ça, a-t-elle dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix, non pas de l'admiration exactement, mais une sorte de reconnaissance, comme si elle voyait une version de moi qu'elle avait rangée il y a longtemps et qu'elle supposait s'être estompée. Je n'ai pas répondu. Je me suis tourné vers la cuisinière. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. La déposition était prévue pour jeudi matin dans une salle de conférence du centre-ville. Un terrain neutre, comme on dit. Une longue table, 2 avocats de chaque côté, un greffier dans un coin, et le froid institutionnel particulier qui règne lorsque chaque mot est enregistré de façon permanente. L'avocat de Gloria avait demandé que je comparaisse pour des questions relatives au calendrier de l'acquisition et à mon rôle dans l'action du conseil d'administration. Mon avocat avait accepté à condition que la portée reste limitée aux questions corporatives documentées. Le camp de Gloria avait insisté. Nous avions passé une semaine à négocier les paramètres. Tout cela n'a pas eu d'importance une fois que l'avocat de Gloria a fait son premier coup. Il m'a demandé de décrire en détail ma connaissance des activités de Gloria au cours des 12 mois précédant l'action du conseil d'administration. Une formulation standard. J'ai répondu avec précision, citant des documents plutôt que des impressions. Puis il a changé de sujet, me demandant si j'avais utilisé ma position d'actionnaire majoritaire pour cibler délibérément l'emploi de ma femme comme levier dans des affaires matrimoniales personnelles. Je l'ai regardé à travers la table. Non, ai-je dit, l'audit a été initié par des irrégularités financières documentées. Ma relation personnelle avec l'une des personnes nommées n'a pas influencé le calendrier ni les conclusions. Il a insisté. J'ai tenu bon. Puis il a joué sa carte.
Il m'a demandé si je conviendrais que Gloria avait été une épouse loyale et dévouée qui avait, selon ses mots, subordonné ses ambitions professionnelles pour soutenir ma carrière pendant notre mariage. Mon avocat s'est opposé à la formulation. L'objection a été notée. J'ai répondu quand même. Gloria a fait des choix professionnels qu'elle a trouvés épanouissants, ai-je dit. Je les ai tous soutenus. J'ai payé pour 2 programmes d'études supérieures, subventionné son compte de développement professionnel, et je ne lui ai jamais demandé de ralentir. Ce que je n'ai pas fait, c'est subordonner mon jugement sur les fautes financières parce que la personne impliquée était quelqu'un avec qui je vivais. L'avocat de Gloria a changé de direction. Le vrai coup est venu 3 jours plus tard, non pas dans la salle de déposition, mais lors de l'audience devant le tribunal de la famille où Gloria avait demandé une audience d'urgence concernant les arrangements financiers temporaires. Son avocat avait déposé une requête arguant que le gel des comptes l'avait laissé sans ressources adéquates. Le juge avait accepté de l'entendre. La stratégie juridique de Gloria incluait d'appeler Kyle comme témoin de moralité. Il est apparu dans un blazer anthracite, sérieux, clairement préparé. Il a témoigné que j'avais été émotionnellement distant tout au long de son enfance, que j'avais utilisé le contrôle financier comme substitut à une relation authentique, et que la situation actuelle était cohérente avec un comportement qu'il avait observé toute sa vie. L'avocat de Gloria l'a remercié et s'est assis. Mon avocat s'est levé. C'était un homme compact nommé Gérald Finch, 61 ans, 35 ans de droit de la famille et des sociétés, le genre d'avocat qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait jamais besoin. Il a regardé Kyle un instant sans parler. Puis il a dit, « Monsieur Hargrove, êtes-vous au courant qu'entre il y a 31 mois et aujourd'hui, votre mère a transféré environ 135 000 $ du compte matrimonial joint vers des comptes associés à vos dépenses personnelles ?» L'expression de Kyle a changé. Elle m'a parfois aidé. Oui. 135 000 $, a répété Gérald. Documenté. Virement mensuel. Montant constant. Destination constante. Ces virements ont-ils été effectués à la connaissance de votre père? Kyle a regardé l'avocat de Gloria. Je suppose. Ont-ils été effectués à la connaissance de votre père? A demandé Gérald à nouveau. Je ne sais pas, a finalement dit Kyle. Merci, a dit Gérald et s'est assis. La pièce est restée silencieuse pendant un moment qui a dépassé le confortable. Le juge a pris une note. L'avocat de Gloria a étudié son bloc-notes juridique. Kyle était assis sur la chaise des témoins, l'air d'un homme qui venait de comprendre trop tard qu'il était entré dans une pièce différente de celle qu'il pensait. Je n'ai pas regardé Gloria pendant tout ce temps. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'ai remarqué, c'est Colin assis 3 rangées plus loin dans le public. Il était venu sans qu'on le lui demande, avait fait 4 heures de route pour être présent, et avait assisté à toute la procédure, les mains jointes sur les genoux et le visage affichant cette expression particulière qu'il avait depuis l'âge de 12 ans, attentif, mesurant, pas encore prêt à parler. Mais absorbant tout. Après l'audience, nous nous sommes tenus sur le parking du palais de justice. L'après-midi était froid et lumineux, le genre de journée qui rend tout plus clair qu'il ne l'est. « Papa, dit Colin, j'ai besoin de te demander quelque chose. » « Vas-y. » Kyle ne savait pas pour les virements, n'est-ce pas? Il pensait juste que maman était généreuse. J'ai regardé mon plus jeune fils, 25 ans, plus prudent que son frère ne l'avait jamais été, et enfin debout au bon endroit pour les bonnes raisons. Je ne sais pas ce que Kyle savait, ai-je dit. Je sais ce qu'il s'est dit. Colin hocha lentement la tête. Il regarda le palais de justice un instant, puis moi. Elle l'a mis dans une mauvaise passe. Elle a mis beaucoup de gens dans de mauvaises passes, ai-je dit. Certains le savaient, certains non. Nous sommes restés là 1 minute de plus sans parler. Le vent traversait le parking, dispersant quelques feuilles mortes sur l'asphalte. Puis Colin a dit, « Je suis content d'être venu. » J'ai posé brièvement une main sur son épaule. Moi aussi, ai-je dit. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je suis allé au garage. Je retenais quelque chose depuis des semaines. Le genre de pression qui ne se manifeste pas avant de le faire. J'ai ramassé un pot en céramique qui était resté sur une étagère pendant 2 ans. Quelque chose que Gloria avait acheté sur un marché quelque part et n'avait jamais trouvé ou rangé et je l'ai jeté contre le mur de parpaing. Il a explosé à l'impact. Des morceaux se sont éparpillés sur le sol. Je suis resté là, respirant difficilement pendant environ 30 secondes.
Puis j'ai pris un balai et j'ai nettoyé. Certaines choses, on les porte jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Puis on les pose brutalement et on ramasse les morceaux et on rentre à l'intérieur. Colin les a trouvés un samedi d'octobre. Il était venu m'aider à déplacer des meubles de la chambre d'amis. Nous la vidions dans le cadre de la réorganisation générale qui suit lorsqu'un foyer devient tranquillement celui d'une seule personne au lieu de deux. Gloria avait pris ce qu'elle voulait en 2 voyages et avait laissé le reste. La plupart de ce qui restait était le résidu accumulé d'un long mariage. Des cartons de choses qui avaient semblé importantes à un moment donné et qui n'avaient pas été regardées depuis. Colin était en train de fouiller dans l'étagère du placard quand il est devenu silencieux. Pas le silence désinvolte de quelqu'un concentré sur une tâche. Un autre genre. Celui qui a un poids derrière lui. Papa, dit-il. Je me suis retourné de la boîte que je triais. Il tenait un paquet d'enveloppes. Pas du courrier officiel, personnel, manuscrit, lié par un élastique qui avait séché et craqué avec l'âge. Il me les a tendus sans un mot. J'en ai compté 11. L'adresse de l'expéditeur sur chacune était l'adresse personnelle de Ryan Coulter à Westerville, pas le bureau de Vanny, son adresse personnelle. Elles étaient datées sur une période de 7 ans. La plus ancienne datée du printemps de l'année où Kyle avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. La plus récente datée d'il y a 14 mois. Je me suis assis sur le bord du lit et j'en ai lu 2. C'était suffisant. Ce n'étaient pas des communications professionnelles. Elles n'étaient pas ambiguës. 7 ans. La croisière n'avait été le début de rien. Elle avait été la continuation de quelque chose qui courait discrètement sous la surface de notre mariage plus longtemps que je n'avais de raison de le soupçonner. J'ai remis les lettres dans les enveloppes, j'ai posé le paquet sur la table de chevet, je suis resté là un instant, les mains sur les genoux. Colin était debout dans l'embrasure du placard, ne parlant pas, me laissant l'espace pour traiter l'information sans être bousculé. Il était doué pour ça. Il l'avait été depuis son adolescence. Il savait toujours quand rester prêt et quand donner de l'espace. 7 ans, ai-je finalement dit. Pas vraiment à lui, juste à voix haute. Je suis désolé, papa. Dit-il doucement. Ne sois pas désolé, lui ai-je dit. Tu n'as rien fait. J'ai ramassé le paquet et l'ai emporté dans mon bureau où j'ai photographié chaque lettre et les ai transmises à Gérald Finch avec une brève note. Les originaux ont été placés dans le coffre-fort des documents. Il n'allait rien changer à l'issue de ce qui était déjà en cours. Les procédures de divorce étaient à un point où cela ne modifierait pas de manière significative la situation financière, mais c'était de la documentation, et j'avais appris au cours d'une longue carrière que la documentation finissait toujours par avoir de l'importance. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à un restaurant à 12 miles de la maison et je me suis assis dans une banquette d'angle avec un café et des œufs que je n'avais pas particulièrement envie de manger. Mon téléphone affichait un appel manqué de Kyle, le 3e de la semaine. Je l'ai rappelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'essayais de te joindre, dit-il. Je sais. Je te rappelle maintenant. Une pause. J'ai entendu parler de l'audience, de ce qui est ressorti avec les virements. Sa voix avait perdu le tranchant combatif qu'elle avait eu pendant des semaines. Ce qui restait ressemblait à un homme qui traitait quelque chose d'inconfortable. Je ne savais pas qu'elle puisait dans un compte joint. Je sais. J'ai dit qu'elle m'envoyait de l'argent en disant qu'elle m'aidait. J'ai supposé que c'était de son propre compte. Il s'est arrêté. Je n'ai pas demandé. Non, ai-je dit, tu n'as pas demandé. Silence sur la ligne. Puis j'ai dit certaines choses publiquement qui n'étaient pas justes. Oui, ai-je dit, tu l'as fait. Je ne vais pas retirer le poste, dit-il. Et je pouvais l'entendre se préparer à la riposte. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant que je n'avais pas toute l'image. J'y ai réfléchi un instant. Ce n'étaient pas des excuses. Kyle n'était pas fait pour les excuses. Il était fait pour des concessions partielles livrées de manière à préserver son image de soi. Mais c'était quelque chose. C'était lui qui arrivait au bord de la responsabilité par ses propres moyens, ce qui, avec Kyle, comptait plus qu'un discours répété. D'accord, ai-je dit. D'accord. Il avait l'air presque surpris. Nous pourrons en parler davantage quand tu seras prête, ai-je dit. Il n'y a pas de date limite. Il était de nouveau silencieux. Puis Colin m'a parlé de ce qu'il a trouvé aujourd'hui. Les lettres. Oui. Depuis combien de temps? 7 ans, ai-je dit.
Un autre long silence. Je suis désolé, papa. Et cette fois, il semblait sincère. Pas tactiquement, pas comme un moyen de clore un sujet, mais comme une personne qui a enfin trouvé le bon endroit et regardé dans la bonne direction. Je sais, ai-je dit. Nous avons parlé encore 20 minutes. Pas de Gloria, pas de procédure légale, juste nous parlant comme nous le faisions quand il était plus jeune et n'avait pas encore compris qu'il pouvait utiliser les mots comme des armes. Ce n'était pas une réparation complète, mais c'était une porte qui s'ouvrait. Je la prends. J'ai rentré chez moi dans l'obscurité et je suis allé me coucher sans vérifier mes emails. Certains jours, il suffit de laisser la journée se terminer. La réunion trimestrielle des actionnaires de Vantage Forward, désormais sous la direction intérimaire de Walter Crane, s'est tenue un jeudi matin dans une salle de conférence au 14e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville de Columbus. Je n'avais pas assisté aux 2 précédentes sessions du conseil. Celle-ci, j'y ai assisté en personne. La salle s'est remplie tranquillement. Des avocats, des actionnaires minoritaires, 2 journalistes qui avaient obtenu un accès pour la première fois depuis que l'audit était devenu public. Une poignée de cadres supérieurs de l'entreprise qui avaient survécu à la restructuration et essayaient de jauger la température de la nouvelle administration. Walter a dirigé la première partie efficacement. État de l'audit, restructuration opérationnelle, projection financière révisée, pas de fioritures, pas de hashtag. Puis vint le vote de restructuration. Le point de l'ordre du jour était intitulé « Réalignement de l'équité des dirigeants », une phrase sèche pour ce qu'il était réellement, la liquidation formelle des stocks options et de la rémunération différée détenue par les 5 personnes nommées dans les conclusions de conformité. Todd Fielding, Ryan Coulter, 3 cadres de soutien qui avaient facilité divers éléments du stratagème. Et Gloria, elle était dans la salle, 3e rangée côté allée, à côté de son avocat. Elle connaissait le point de l'ordre du jour depuis 5 jours. Son avocat avait reçu un avis et elle avait déposé une objection par les voies officielles, arguant que son inclusion parmi les personnes nommées était disproportionnée par rapport à son implication documentée. L'objection avait été examinée et rejetée. J'ai marché jusqu'au devant de la salle lorsque Walter m'a fait un signe de tête. Je n'ai pas utilisé de notes. Il y a 11 mois, ai-je dit. Cette entreprise était dirigée par des gens qui croyaient que les règles étaient pour le bénéfice des autres. Ils ont dépensé l'argent de l'entreprise comme si c'était un budget de divertissement personnel. Ils ont falsifié des documents. Ils ont reclassifié des invités comme consultants pour éviter la surveillance. Et quand c'était pratique. Ils ont utilisé les titres de compétences de personnes proches d'eux pour prendre leur distance avec leurs propres décisions. J'ai regardé la salle, pas Gloria spécifiquement, mais la salle. J'ai construit la structure qui a permis de déceler cela. Je ne suis pas ici pour en revendiquer le mérite. C'est juste le fonctionnement d'une saine gouvernance d'entreprise lorsque quelqu'un se donne la peine de la mettre en œuvre. Ce que je suis ici pour faire, c'est confirmer la dernière étape. J'ai tourné vers l'écran derrière moi, une seule diapositive, confirmer la liquidation des actions. 5 non. Il ne s'agit pas de grief personnel, ai-je dit. Il s'agit de responsabilité. La même responsabilité que cette entreprise aurait dû avoir intégrée dès le début. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le directeur juridique en face de la table a acquiescé. La motion a été adoptée. L'avocat de Gloria a pris une note sans lever les yeux. Gloria elle-même est restée très immobile, les mains jointes sur la table devant elle, ne regardant ni moi ni l'écran. La réunion s'est poursuivie pendant 40 minutes. J'y suis resté. J'ai répondu à 2 questions d'actionnaires minoritaires concernant le calendrier de restructuration, et je suis parti à la levée de séance. Dans l'ascenseur, Walter s'est tenu à mes côtés. Propre, a-t-il dit. C'est le but, ai-je répondu. Dehors, l'air de novembre était froid et direct. Comme en Ohio quand l'automne capitule et que l'hiver cesse de faire semblant. Je suis resté un instant sur le trottoir et j'ai levé les yeux vers le bâtiment. 14 étages de verre et d'acier bourdonnant de tout ce qui s'y passait maintenant, mais les gens qui le dirigeaient étaient des gens différents. Mon téléphone a vibré. Colin, comment ça s'est passé? J'ai répondu, fini. Puis 3 points sont apparus. Bien. Dîner dimanche. Oui, ai-je écrit. J'ai mis le téléphone dans ma poche de manteau et j'ai commencé à marcher vers le parking souterrain. Derrière moi, le bâtiment continuait. Réunion dans les salles, décision prise,
affaires ordinaires du mardi se déroulant dans le nouvel ordinaire. 2 semaines plus tard, le divorce était prononcé. Gloria a reçu une indemnité qui reflétait ce que la loi exigeait et rien au-delà. 4 mois après cela, j'ai déménagé dans un endroit plus petit dans l'est de Columbus, un appartement de 2 chambres avec un bureau, une cuisine décente et un porche arrière qui faisait face à un bosquet de chênes qui valait le coup d'œil au printemps. Ryan Coulter a réglé la partie civile des conclusions de conformité pour une somme que je ne divulguerai pas. Sa carrière professionnelle à Columbus était terminée. L'agence de leadership de Todd Fielding a déposé le bilan en vertu du chapitre 7 8 mois après son renvoi. La marque qu'il avait construite sur une crédibilité empruntée et des fonds détournés s'est avérée n'avoir aucune fondation sans l'un ni l'autre. Kyle et moi avons dîné en décembre, juste nous deux, dans un restaurant de steak près de chez lui. Il n'a pas abordé le post Facebook et moi non plus. Nous avons parlé de son travail, d'une femme qu'il fréquentait, s'il voulait aller quelque part au chaud pour les vacances. Ce n'était pas ce que nous avions avant, mais c'était réel, ce qui était plus que ce que nous avions eu dans les dernières années du mariage. Colin est venu au nouvel endroit le premier week-end où j'étais installé. Il a apporté une bouteille de quelque chose de décent, et nous nous sommes assis sur le porche arrière jusqu'à ce que la température rende la chose impraticable. Il m'a demandé une fois vers la fin de la soirée si j'allais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, lui ai-je dit. 1 minute. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Puis il a versé le reste de la bouteille et nous avons regardé les chênes perdre les dernières lueurs.